Je me permets juste une toute petite introduction, on est pris par le temps, mais quand même une introduction notamment au concept même d'outre-mer, hein, qui est un concept qui parle à partir de Paris, mais évidemment, les outre-mer français, c'est 10 territoires très différents, selon la géographie, l'histoire, évidemment selon aussi le degré d'insertion dans les institutions françaises. Voilà, et que donc on ne peut pas parler des Outre-mer d'une manière globale et générique. Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir dans l'un ou l'autre des territoires, vous savez très bien qu'entre la Guyane, qui est sur le continent sud-américain, la Réunion, qui est dans l'océan Indien, les Caraïbes, bon voilà, il y a évidemment des réalités qui sont très différentes. Peut-être aussi donner quelques chiffres par rapport à l'illettrisme, à l'électronisme, puisqu'on sait, on ne va pas insister là-dessus, je pense que vous connaissez tous ces chiffres, mais on sait qu'on est frappé de manière plus importante. On est à 2 à 3 fois les chiffres nationaux qu'il faut mettre en corrélation évidemment avec aussi les indicateurs socio-économiques de nos territoires, qui sont pareils au niveau de la pauvreté, etc., 2 à 3 fois les indicateurs socio-économiques nationaux. Si je prends la Réunion, le PIB par habitant, c'est à peu près la moitié, enfin 63% exactement du PIB par habitant national, mais si on prend Mayotte, on est largement en dessous. Voilà. Et puis concernant les enjeux, peut-être plus globalement au niveau de l'éducatif, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire longue de nos pays. Si je prends la Réunion, la départementalisation, c'est 1946, donc avant c'est une colonie, donc quasiment aucun accès pour la grande majorité de la population à l'éducation. Le début de la départementalisation effective, c'est le début des années 60, parce qu'entre 46 et 60, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et que donc, effectivement, on a des populations, on a nos gramounes, comme on dit, nos anciens, certains d'entre eux, en tout cas, qui sont allés pas ou peu aller à l'école. Voilà. Donc on a eu, en tout cas, un rattrapage structurel assez important, mais il n'empêche qu'on a évidemment des déficits structurels qui sont liés à l'histoire, à l'économie, à la démographie, voilà, qui sont importants, et qu'il faut mettre aussi en relation avec notre environnement, parce que pour le coup, si par exemple le PIB par habitant à La Réunion est 2 fois moindre de celui de l'Hexagone, il est beaucoup plus élevé que les pays autour. Donc ce qui aussi a des conséquences sur évidemment notre intégration dans l'environnement géographique. Voilà à peu près ce que je voulais donner un peu comme élément. Donc là on va surtout parler, je pense, de la Guadeloupe et de la Réunion. Donc voilà, faut pas nous en vouloir si ce dont on parle est contextualisé, mais c'est comme ça. C'est compliqué de parler au nom de territoires qu'on ne connaît pas ou peu. Et voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire en termes d'introduction. Je vais peut-être, a priori ça ne marche pas, donc je vais peut-être commencer avec vous, madame, si ça vous va, madame Romuald. D'abord, merci d'être ici. Comme première question, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux un peu du numérique, de l'inclusion numérique dans votre territoire, les freins que vous avez pu identifier, peut-être les capacités aussi. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Merci, monsieur le député, pour votre invitation. Et donc, oui, la Guadeloupe, située dans les Caraïbes, première chose qu'il faut dire, c'est qu'en matière de numérique chez nous, les choses avancent. Voilà, l'implication donc de la collectivité régionale, notamment pour déployer les moyens numériques, le câble notamment, la Wi-Fi, enfin voilà, équiper les établissements, équiper les collectivités, équiper les particuliers. Donc il y a un déploiement assez considérable. En ce qui concerne en tout cas la collectivité départementale que je représente aujourd'hui, nous avons pris à bras le corps le déploiement, en tout cas la transformation numérique de notre administration au profit des politiques publiques que nous portons. Donc moi je représente effectivement cette politique publique d'insertion. 38 000 allocataires du RSA sur le territoire, c'est beaucoup de monde. Et puis un enjeu crucial, puisque j'ai vu qu'Hervé était là ce matin. Nous travaillons beaucoup avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec qui nous avons d'ailleurs une convention pour faire reculer l'illettrisme mais aussi l'électronisme. Et donc, au sein de la collectivité départementale, nous sommes en passe de créer donc une direction de la transition numérique pour accompagner justement le déploiement du numérique auprès des publics dont nous avons la responsabilité, donc les bénéficiaires du RSA, j'en ai parlé, mais aussi aujourd'hui les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, et puis bien sûr, vous savez que nous portons aussi la politique de l'enfance.
Donc l'ensemble du développement du numérique est transversal dans notre collectivité et nous y travaillons, on va dire, à 2 niveaux. Donc dans un premier temps, déjà à commencer par les agents même de la collectivité à qui il faut accompagner l'acquisition et en tout cas tous les outils numériques que nous déployons pour rendre ces politiques publiques plus accessibles. Donc en faisant des ateliers Vie ma vie et puis surtout en ayant recruté tout à l'heure, il y avait quelqu'un de la Caisse des dépôts qui dit la CDC qui parlait des conseillers numériques. Nous avions répondu à un appel à projet. Le territoire de Guadeloupe aujourd'hui, on compte à peu près une 50aine de conseillers numériques dont pour la seule collectivité que nous sommes, 8 conseillers qui sont intégrés dans nos services. Et pour cause, pourquoi autant de conseillers? Parce que nous nous sommes rendus compte que les bénéficiaires du RSA avaient fortement besoin de cet accompagnement. On a fait le sondage, on a vu que tout le monde a un smartphone, mais tout le monde ne sait pas forcément l'utiliser dès lors qu'il faut aller sur les applications. Et donc, le maillage territorial que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec la CAF, notamment avec France Travail, avec les autres collectivités, avec les associations, c'est vraiment à travers ces conseillers numériques, de mettre en place des ateliers collectifs, mais aussi une offre individuelle d'accompagnement pour que ces bénéficiaires du RSA demain puissent acquérir un peu d'autonomie, on va dire, sur l'ensemble des applicatifs que nous mettons en place. Avec l'appui donc d'un prestataire, nous avons déployé une plateforme emploi qu'on appelle Job 971 et cette plateforme emploi, justement, nous nous sommes rendus compte que les bénéficiaires avaient du mal à juste déposer un CV dessus. Or, quand on est dans ces recherches, dans ces démarches de recherche d'emploi, il faut quand même pouvoir utiliser les outils que nous pouvons mettre à disposition. Donc, l'accompagnement à double niveau, aussi bien du côté des agents que du côté des usagers que nous accueillons, et puis un programme départemental d'insertion qui nous permet de déployer de la formation. Donc, on a évoqué les certifications PIX tout à l'heure que nous déployons auprès de ces bénéficiaires du RSA, mais aussi de la formation pour les savoirs de base. Et dans les formations liées à la lutte contre l'illettrisme, nous introduisons systématiquement la lutte contre l'électronisme. Les structures d'insertion par l'activité économique que nous accompagnons aussi font du repérage. Nous formons aussi les référents insertion, toute la communauté aujourd'hui qui accompagne les publics en difficulté avec l'appui de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, d'acquérir les mécanismes et tous les éléments qui permettent de détecter ces situations-là. Donc, on a aujourd'hui une action sur le territoire très forte de repérage des publics aujourd'hui qui sont en difficulté par rapport à l'électronisme. Et nous avons mis en place une cartographie des solutions qui est donc maintenant disponible sur le site de la collectivité départementale et qui permet donc à cette communauté qui accompagne les personnes en insertion de pouvoir repérer sur le territoire de façon assez facile où sont les solutions qui permettent donc d'accompagner ces personnes. Et puis très récemment, donc, nous avons été lauréats de l'appel à projet pour la coordination des conseillers numériques du territoire. Donc, très prochainement, nous aurons une ressource supplémentaire qui sera donc mise à la disposition aujourd'hui donc de l'ensemble de ce territoire. Ce coordonnateur des conseillers numériques aura plusieurs missions, donc coordonner cette feuille de route avec WITECARE qui nous accompagne sur le territoire et qui nous devrait permettre à terme d'avoir une meilleure lisibilité de l'action des conseillers numériques, mais surtout, on a parlé d'évaluation tout à l'heure, donc de pouvoir évaluer réellement l'accompagnement donc de ces personnes. Un autre outil qui est très important, c'est le schéma d'accessibilité. Vous savez que aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir repérer sur le territoire tous ces espaces, tous ces lieu où aujourd'hui on va pouvoir faire travailler les conseillers numériques, les référents numériques que nous avons, mais surtout toute la communauté associative. Tout à l'heure on parlait des personnes âgées, mais voilà, il faut qu'on puisse savoir où sur ces lieux, où sont les lieux en Guadeloupe où théoriquement on va pouvoir retrouver cet accompagnement. Donc ce schéma d'accessibilité a plusieurs axes, mais en tout cas dans sa transversalité, on a du numérique sur toutes les entrées de ce schéma. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est mené de front avec les associations, avec les collectivités. Et puis, vous avez aussi une politique que nous portons qui est très forte et qui marche, c'est celle de mailler des tiers-lieux. Donc, on a de gros problèmes de mobilité
sur notre territoire. On a d'ailleurs financé une plateforme de mobilité solidaire qui a démarré son activité parce que pour se rendre d'un côté à l'autre de l'île, quelquefois on peut perdre beaucoup de temps. Et donc on essaie de développer à l'intérieur des territoires des tiers-lieux avec une vocation numérique pour chacun d'entre eux. L'idée c'est qu'on puisse ramener au plus proche des citoyens donc des activités autour donc de la découverte des dispositifs numériques et surtout de faire en sorte que les personnes soient accompagnées réellement et qu'il n'y ait plus de freins parce que quand on voit qu'aujourd'hui un tiers de nos bénéficiaires ne vont pas en formation à cause de ça, à cause de la mobilité, à cause des problèmes de garde d'enfants, voilà, à cause de tous les freins qu'on connaît. Donc le fait de ramener des espaces numériques dans les quartiers, ça permet donc de faire avancer donc cette politique. Donc la feuille de route aujourd'hui que nous conduisons avec l'appui de Whitaker est en 5 axes, je ne vais pas la décliner, il y a beaucoup de choses dedans, mais ce que je voulais souligner c'est aussi la mise en cohérence avec d'autres dispositifs. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler de signer le pacte des solidarités. Donc, dans le cadre du pacte de solidarité, nous avons un certain nombre de financements qui sont mis en place pour pouvoir faciliter l'accès au numérique. Nous essayons dans le cadre de l'insertion par l'activité économique de développer des activités nouvelles autour du recyclage, aussi de matériel numérique et de former à ces nouveaux métiers qui sont donc très très importants pour nous et permettre de réinsérer ces personnes. J'ai parlé de la plateforme, je parle aussi de territoire zéro non-recours. Vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de nos citoyens restent sur le bord de la route et l'idée avec territoire zéro non-retour, c'est de faire circuler des caravanes d'accès aux droits dans lequel forcément nous incluons l'offre numérique à destination donc des concitoyens de notre territoire. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais que j'ai déroulé un peu rapidement parce que c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais une action proactive aussi bien en interne au sein de la collectivité pour monter l'ensemble des collaborateurs en compétences pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité d'accompagner l'ensemble des usagers de la collectivité. Merci beaucoup. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de points communs avec la Réunion. Effectivement, déjà dans l'utilisation des conseillers numériques, on a à la Réunion, je parle sous le contrôle, mais je pense qu'on fait partie des départements qui avons le plus utilisé ce dispositif, qui nous aide beaucoup, avec une prise en charge un peu supérieure de la part de l'État dans les Outre-mer que dans les territoires, que dans les départements hexagonaux. Moi, j'aurais une question, parce que chez nous, c'est un vrai sujet, j'imagine que chez vous aussi, c'est comment dans ce travail-là, dans le aller vers, qui est très important, bon, c'est important partout, c'est important sur l'ensemble du territoire national, mais dans nos territoires, pour les problèmes de mobilité qui ont été dits, pour les problèmes de garde d'enfants, etc., le aller vers est encore plus important. Ça peut paraître paradoxal. On a des territoires qui ne sont pas très grands par rapport à l'Hexagone, mais pour autant, si on ne fait pas cette démarche d'aller vers, on perd énormément de public. Moi, j'aurais une question par rapport au bilinguisme. Donc, on sait que, bon, à La Réunion, on est une société totalement bilingue qui utilise le créole plutôt comme langue vernaculaire. C'est la langue des échanges, c'est la langue dans la famille. Par ailleurs, le français est la langue d'usage social, etc. Donc, comment, dans votre pratique, vous prenez en compte ce bilinguisme qu'on voit parfois comme une difficulté, alors qu'à mon avis, c'est plutôt une chance, et on voit bien que, petit aparté, quand il y a des prises en charge, quand il y a des classes bilingues dès la maternelle, on voit bien que nos enfants acquièrent beaucoup plus facilement le français et sont derrière beaucoup moins en difficulté scolaire que quand ce sont des classes uniquement en français. Voilà. Donc comment, globalement, en Guadeloupe, vous prenez en compte cet aspect-là ? Alors ça, c'est important de souligner cet aspect. D'ailleurs, nous avons un DU qui est en train de se mettre en place en Guadeloupe autour donc de l'acquisition des savoirs de base, donc la lutte contre l'illettrisme, et qui va intégrer effectivement cette question du bilinguisme. Et je vous rejoins totalement sur le fait qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir le bilinguisme comme un frein, mais plutôt comme une opportunité. Et dans les ateliers collectifs que nous mettons en place, ceux qui vont les animer pratiquent bien évidemment, voilà, ce sont des personnes natives de l'île, donc effectivement elles sont en capacité donc de passer du français au créole, et quelquefois on voit bien que même dans l'acquisition de ces savoirs liés au numérique, on a besoin sans complexe et surtout de décomplexer la question de l'utilisation du créole dans la formation des personnes, dans l'accueil des personnes et dans tout ce qu'on peut mettre autour en place pour elles. Donc on n'a pas de difficulté là-dessus, en tout cas, à utiliser cette langue créole dans nos échanges. Quel serait
Au niveau peut-être d'accès au numérique, puisque ça peut être un sujet aussi, est-ce que vous avez une idée effectivement de la couverture du territoire? Voilà, est-ce qu'il y a des problèmes techniques d'accès au numérique en Guadeloupe? Alors, on a des zones blanches, hein, comme tout le monde. Donc, c'est vrai que la zone un peu économique de la Guadeloupe, Basse-Terre-Abîme, Pointe-à-Pitre, là, qui concentre la majeure partie, une bonne partie de la population, on est bien couvert. Plus on va s'éloigner de ce territoire, plus les choses seront compliquées. Mais, comme je le disais en début d'intervention, nous avons donc aujourd'hui des travaux qui sont en cours avec la région Guadeloupe pour déployer la fibre sur l'ensemble du territoire. Alors, vous dire le pourcentage, je ne voulais pas dire de bêtises, je ne sais pas exactement où est-ce que nous en sommes dans le déploiement de cette fibre, mais de plus en plus de communes aujourd'hui sont fibrées. Et puis une priorité sur les établissements scolaires, puisque là, il faut qu'on arrive à avoir des équipements qui tiennent la route, d'autant plus qu'on a des formations dans le numérique aujourd'hui qui se mettent en place. Donc voilà, une attention particulière aux établissements scolaires. Peut-être juste un point un petit point par rapport nous à la Réunion. On est un des départements les plus fibrés. Très bien. Donc, on est un des départements les plus fibrés. Et dernier petit point, puisqu'on l'a évoqué avec quelques participants, on a déjà discuté avec Madame Piron quand on a fait des auditions. Vous savez que les opérateurs ici dans l'Hexagone proposent des tarifs sociaux qui sont donc adaptés à des publics qui sont en difficulté pour pouvoir avoir accès au numérique. Ces tarifs sociaux ne sont pas accessibles dans les Outre-mer pour plein de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir là, mais ça reste, je pense, un combat qu'on peut mener à l'échelle collective pour que finalement nos territoires qui sont concernés au plus haut point par des difficultés sociales et économiques puissent bénéficier de ces tarifs sociaux, parce que très clairement, le pouvoir d'achat, c'est aussi un des freins dans nos territoires. Nous, on a la fibre à peu près partout, mais on a des gens qui ne peuvent pas se payer un abonnement parce que ça coûte trop cher par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc c'est un vrai sujet aussi dans l'accès au numérique. C'est pas uniquement le sujet technique, mais aussi le sujet pouvoir d'achat. On va passer à Elena. Est-ce que tu es là, Elena? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Ok, très bien. Bonjour. Bonjour. Je te donne la parole. Je crois que tu as une petite présentation, puis après je te pose les questions, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Très bien. Je te laisse la parole. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, petit problème technique, je ne pourrai pas vous voir et vice-versa. Mais je vais essayer d'être assez dynamique pour ne pas vous perdre en cours de route dans ma présentation. Donc, je m'appelle Elena Burglener et déjà, je tenais à vous remercier de m'avoir conviée à ce colloque. Donc moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis présidente de l'association Run Fabric, tiers-lieu de production labellisé manufacture de proximité dans l'ESS et la valorisation des déchets végétaux. Et je suis également directrice pédagogique donc de l'association Émergence OI, qui est aussi organisme de formation certifié Qualiope et centre certificateur agréé PIX, TOSA, CLEA et impression 3D. Donc nous sommes une asso de loi 1901 qui œuvre depuis près de 2 décennies, non seulement dans la lutte contre les 3I, mais aussi pour l'accès aux compétences contemporaines, modernes, la lutte contre le décrochage scolaire et les discriminations. Et il faut le dire, la dématérialisation des services a fait du numérique la bête noire de nombreuses âmes. Mais rassurez-vous, car tout n'est pas perdu, car comme le reflète notre slogan, s'engager avec Émergence OI, c'est choisir de placer l'humain au cœur du digital. Alors notre équipe, nous, elle est constituée d'Aidants Connect, de conseillers numériques, d'une référente handicap, d'animateurs, de formateurs et de jeunes en mission de service civique. C'est une véritable armée d'Indiana Jones du digital qui guide chaque année plus de 2000 usagers à se frayer un chemin et se construire un avenir à travers la jungle parfois hostile du numérique. D'abord, on a été Casalire, donc un espace ouvert proposant des ateliers de lutte contre les 3I en entrée et sortie permanente. Et nous avons par la suite été labellisés Grande École du numérique, étant ainsi la première structure réunionnaise à proposer des parcours de formation technique et des parcours immersifs en Fab Lab pour des jeunes peu ou pas diplômés. Ensuite, en 2019, nous avons été labellisés Fabrique de territoire par l'ANCT, un tiers-lieu au cœur des QPV axé sur l'inclusion numérique, le développement durable, l'éducation aux médias, visant à favoriser la mixité sociale et le développement des compétences sur le territoire. Nouveaux lieux, nouveaux liens, pour redonner le goût et l'envie d'apprendre à apprendre, d'ouvrir de nouveaux horizons, nous avons traduit nos valeurs d'écoute, de partage et de transfert de compétences à travers la création d'un Media Lab pour booster la créativité et mieux appréhender les biais cognitifs,
ainsi qu'à travers un Fab Lab pour décloisonner les milieux socio-professionnels tout en favorisant l'émergence de l'intelligence collective. Souvent, les individus s'auto-excluent, persuadés un petit peu à tort qu'ils ne sont pas à la mesure des opportunités qui s'offrent à eux, victimes parfois d'une autocensure qui les empêche de saisir leur plein potentiel. Pourtant, nous les pas plus, nous les pas moins, parce que nous les capables. Et chaque jour, ce n'est pas moins d'une dizaine de personnes qui se présentent avec ou sans rendez-vous pour accéder aux droits communs. Ces besoins, pour nous, sont une première porte d'entrée pour ces publics dits fragiles. Notre rôle est de transformer ces démarches anxiogènes en un éveil sur le potentiel du numérique en tant que vecteur d'inclusion et moteur de socialisation, mais surtout en un lieu de tous les possibles. C'est en venant à Émergence OI que M. Waro, pêcheur professionnel ayant de grosses difficultés avec la lecture, est venu chercher de l'aide pour faire ses démarches sur Amélie. Et il s'est retrouvé plongé dans un monde des possibles où, malgré ses difficultés, il peut apprendre à imprimer lui-même des moules à leurre, des supports pour canne à pêche ou réparer des moulinets coûteux jadis cassés. C'est aussi ici que Linda, jeune femme en situation d'autisme, se retrouve régulièrement pour apprendre à numériser ses dessins et les imprimer sur des t-shirts avant d'y apposer sa signature grâce à la broderie numérique. C'est un lieu où Jeanne, jeune retraitée qui souffre d'isolement, vient pour se former à la navigation Internet et savoir comment mieux utiliser son téléphone. À Émergence OI, Monique, à 62 ans, a été identifiée en situation d'électronisme. Elle a suivi une formation et aujourd'hui anime des ateliers numériques et créatifs au sein de notre équipe depuis près de 2 ans. Alors à quoi ressemble ce lieu? C'est surtout une vision où les outils technologiques deviennent accessibles à tous. Ce sont des espaces de travail partagés avec des outils mutualisés. Le Fab Lab est un outil puissant pour lutter contre les 3I, en favorisant la mixité sociale, en rendant accessibles ces outils, machines et compétences, mais surtout en promouvant une pédagogie hybride et l'innovation par tous et pour tous. Les Fab Labs sont un outil puissant pour l'inclusion des publics en situation de handicap, en les rendant acteurs de la fabrication de leurs propres aides techniques. C'est un outil puissant pour les exploitants agricoles, qui ont peu de temps pour se former et ont besoin de réponses rapides et concrètes. C'est aussi un outil puissant pour les programmes éducatifs, incluant des outils comme le robot Nao, où les compétences numériques alimentent l'esprit critique et la résolution de problèmes. C'est un outil où les jeunes ados en difficulté peuvent venir créer leur tout premier podcast, fabriquer leur uniforme, leur logo, créer leur image de marque et leur identité numérique. Un outil où la high-tech rencontre de plus en plus souvent la low-tech dans une démarche de promotion de la sobriété numérique. Les enjeux du numérique à La Réunion, sur un territoire insulaire, ne doivent plus se limiter à l'accès aux démarches administratives, mais nous devons utiliser l'inclusion numérique comme acteur d'innovation par tous et pour tous et toutes, notamment dans l'éducation, la formation, l'emploi, l'accès aux services, la participation citoyenne et la création d'opportunités économiques. Depuis 2006, nous sommes identifiés sur le territoire comme moteur d'inclusion numérique. Nous participons à de nombreux forums organisés par les collectivités et avons animé de nombreuses tables rondes et sondages. Nous pensons que les enjeux de l'inclusion numérique ne concernent pas seulement les publics, mais également les acteurs associatifs qui s'épuisent souvent sous les lourdeurs de leurs propres démarches administratives et la recherche de modèles économiques viables pour pérenniser les activités, tout en maintenant sans relâche une rigueur quant à nos programmes pédagogiques. L'inclusion numérique, c'est avant tout une question d'empouvoirment, d'égalité, de parité, un point de rencontre entre l'humain et le numérique, entre les cultures, le patrimoine et les nouvelles technologies. Dans un monde où l'intelligence artificielle accélère la productivité, mais également la propagation des fake news et des cyberattaques, où nos modes de consommation doivent être repensés, où les mutations s'accélèrent un peu plus chaque jour, il est urgent de pouvoir libérer les acteurs de l'inclusion numérique des inquiétudes financières et administratives. Des dispositifs de financement, bien sûr, naissent, mais certains s'essoufflent. Les marchés pour la formation des demandeurs d'emploi sur un territoire insulaire monopolisent l'accès à la formation et vont à l'encontre d'une concurrence saine et adaptée aux besoins constamment changeants de notre société. À Émergence OI, nous sommes convaincus qu'il est indispensable de renforcer le soutien institutionnel pour la lutte contre la fracture numérique et en faveur de l'inclusion. Elle ne doit plus se limiter à la mise en place de forums, mais un réel engagement et accompagnement des structures engagées comme la nôtre. L'accompagnement dans le financement de mesures d'impact par des structures externes, démocratiser l'accès aux badges de compétences et le soutien financier à des programmes pédagogiques innovants sont essentiels.
Car tout comme l'inclusion numérique, l'innovation sociale et l'accès numérique, social et professionnel est un parcours semé de challenges, de défis, de doutes et de succès quotidiens que nous nous devons de soutenir pour réduire la fuite des cerveaux, mais surtout promouvoir l'égalité des chances. Donc en conclusion, pour répondre aux enjeux grandissants du numérique sur nos territoires aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir lire, mais de comprendre l'information sous le prisme de l'esprit critique. Il ne s'agit plus de savoir utiliser un ordinateur, mais de se connecter à l'innovation. Il ne s'agit plus d'inclusion numérique sociale et professionnelle, mais de démystifier les rapports à l'autre et à soi. Il s'agit de donner aux aidants les clés de la sérénité vers le développement de véritables carrières, ici aussi dans les Outre-mer, en devenant forgeur numérique, fabmaker, conseiller numérique, aidant connect, formateur aux outils numériques. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, c'est donc toute la société qui doit se sentir concernée et impliquée dans cette approche holistique et cet effort collectif en continuant à accompagner les usagers et les acteurs. Nous devons viser toujours plus haut et viser la Lune s'il le faut pour espérer atterrir dans les étoiles. Nous devons unir nos forces pour faire de l'inclusion numérique un enjeu majeur dans les Outre-mer. Merci beaucoup. Merci à toi, Elena, pour cette très belle présentation. Effectivement, moi, je confirme tout ce qui est dit, puisque j'ai vu ce qui est fait. Et vraiment, Emergence OI est un acteur très identifié maintenant à La Réunion, très repéré par les acteurs institutionnels, que ce soit les collectivités, que ce soit la préfecture, et qui fait, je parle en tant que travailleur social, qui fait parfois des miracles, puisque moi, j'ai vu quelques situations, effectivement, de gens qui paraissaient très éloignés du numérique et qui sont rentrés dedans. Et justement, tu as un petit peu commencé à en parler, enfin tu as donné quelques exemples, mais bon, il y a une question vraiment qui est très importante et c'est un peu la base de votre démarche. Hein. C'est en fait en quoi vous utilisez le numérique pour finalement détecter, accompagner et même proposer finalement des portes de sortie aux personnes, enfin des formations qui maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. Donc c'est vraiment l'un des enjeux de ce colloque, c'est bien de montrer que finalement dans le numérique, même s'il y a beaucoup de peur, beaucoup de difficultés potentielles créées, c'est aussi un outil potentiellement pour aller chercher des gens qu'on n'aurait pas réussi à aller chercher avec les moyens traditionnels. Donc je pense qu'Emergence OI est très bien placée dans cette voie-là. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment vous utilisez finalement le numérique, j'allais dire pour résumer, pour faire du social derrière? Bah oui, bien sûr. Alors c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, la première porte d'entrée, ça va être les démarches, l'accès aux démarches administratives. Là-dessus, on a énormément de demandes de gens qui se présentent spontanément, et c'est à partir de là aussi qu'on essaye de les intégrer dans cet écosystème. Après, nous, on se sert du numérique, mais aussi on se déplace énormément dans les quartiers par le biais de forums. On travaille beaucoup avec les prescripteurs, les conseillers Pôle emploi, mission locale, pour pouvoir aussi accompagner ces jeunes, que ce soit par le biais de stages immersifs. Voilà. Ensuite, on a tout un panel d'outils aussi, de plateformes, comme le PIX par exemple, sur lequel on peut diagnostiquer le niveau d'une personne. D'autres plateformes aussi d'apprentissage qui ont été co-créées avec des orthophonistes par exemple, et qui permettent de s'adapter aux difficultés, par exemple à des personnes qui peuvent souffrir de différents troubles 10, par exemple en dyslexie, et donc avoir des plateformes qui s'adaptent aussi à ces difficultés pour avoir finalement un diagnostic qui soit plus pertinent et moins stigmatisant, surtout pour les publics qui viennent se présenter. Bien. Et dernière petite question que j'ai posée tout à l'heure à Madame Romuald, au niveau du bilinguisme, à La Réunion, on nous cause créole et on parle français. Le monsieur Waro dont tu as parlé, qui était pêcheur, mais il suppose que lui cause créole. Donc voilà, comment vous prenez en compte au quotidien dans votre pratique et ce bilinguisme-là, qui est, je le redis, une richesse bien plus qu'une difficulté. Bien sûr, déjà pour commencer, tous nos animateurs, formateurs parlent créole. Même les oreilles doivent parler et comprendre le créole. Pour nous, c'est très important, puisque le numérique est déjà une compétence technique un peu compliquée pour les personnes qui en sont éloignées. Donc rajouter une difficulté complémentaire ne serait pas forcément intéressante. Donc les accompagnements se font plus généralement en créole. Et ensuite, nous, à côté, à travers nos programmes de formation, par exemple, on identifie les modules ou les compétences s'il y a plus de difficultés, et on essaye de produire des capsules vidéo en créole pour vraiment aider à répondre à ces besoins-là.
Donc l'utilisation de la langue, les ressources pédagogiques, les formateurs qui doivent être bilingues, mais aussi d'avoir des plateformes éducatives sur lesquelles on peut aussi intégrer le multilinguisme, parce qu'on n'a pas aussi que des publics créolophones, on peut avoir aussi des publics qui parlent maoré, shimaoré, on a des publics parfois qui viennent, qui parlent anglais, voilà, de toutes les langues, donc d'avoir des logiciels qui puissent utiliser par exemple la reconnaissance vocale, ou avoir des utilisateurs, des interfaces utilisateurs adaptées. D'incorporer des éléments de la culture aussi, donc pareil, on travaille sur des programmes avec des jeunes pour travailler sur le lien intergénérationnel de MOOC, donc les systèmes de cours en ligne, mais qui pourraient être créés par des jeunes et en créole, justement, dans l'accès aux compétences numériques et aux savoirs de base. Voilà en gros un petit peu comment on essaye de travailler là-dessus. Donc après on propose ces parcours pédagogiques et on évalue un petit peu auprès des usagers s'ils pensent que ça a pu contribuer à renforcer leur savoir, et aussi souvent la mémorisation des savoirs qui sont proposés lors des apprentissages. Je te remercie beaucoup, Elena, pour ta participation et pour avoir pu montrer ici à Paris que, à La Réunion, effectivement, comme on l'a dit, nous les capables, et que oui, notre insularité est aussi une chance, parce que ça nous oblige à un peu tout faire et à ne pas attendre que tout vienne forcément de l'État central. Voilà, donc ça prouve effectivement qu'on peut être aussi des laboratoires, pas uniquement dans les difficultés, mais aussi dans les capacités. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup. Merci Madame Rommel. Merci. Et puis je vais donner la parole à Madame Piron pour conclure.